Alors bonjour à toutes et à tous. On va commencer dans deux petites secondes. Dites-moi si le son et l'image fonctionnent bien pour vous et on va pouvoir commencer cette nouvelle émission ensemble. Beaucoup de choses à voir aujourd'hui ensemble, beaucoup de choses à voir. Les marchés sont extrêmement tendus. Euh, Là, la question c'est voilà, c'est de savoir un peu comment est-ce qu'on va aborder cette période de marché là qui est assez singulière. On l'a déjà vécu pas mal de fois. On a eu des scénarios similaires en 2008. On a eu un scénario similaire, enfin, il y avait une belle période de crack. Alors pour ceux qui ont vécu ça, c'était octobre 2014. Moi je l'avais vécu, celle-là, elle était bien méchante aussi. On avait eu des cracks un peu notamment sur le DAX à l'époque qui était descendu à 8005. Mais en ligne droite, c'était extrêmement fou. On a eu des situations similaires un peu, enfin, on en a assez souvent au final. Donc il y a une méthode kit de survie à appliquer, je vais vous dire laquelle. La seule chose qui est assez singulière en fait par rapport à d'habitude sur ce qui se passe actuellement sur les marchés, c'est qu'avant c'est vrai qu'on avait des plongeons, on avait des plongeons mais qui restaient quand même contrôlés. Là on perd à peu près ouais, entre 700 et 1000 points faciles dans la journée et de façon assez directionnelle dans le sens où il y a très peu de rebonds quoi. Il y a très peu de rebonds, le peu de rebonds qu'il y a se font entre guillemets anéantir dans la foulée. Je vais vous dire un petit peu mon avis, je vais vous donner un petit peu tout ça. Vous l'aurez compris, c'est une situation de marché qui est assez tendue. Euh, Toutes les informations d'ailleurs que je vais vous donner là-dedans dans cette émission ne sont pas des conseils d'investissement. Moi, je vous donne du coup uniquement ma vision en fait du marché et de comment je vois la chose en fait. Euh, donc voilà. Alors, en ce qui concerne un petit peu le programme, je vais vous le relire. Tac. Alors, en ce qui concerne le programme, on a du coup les scénarios pour la semaine prochaine. Du coup, OPEC, Fed, NFP, semaine prochaine qu'on attend. Beaucoup de volatilité de ce côté-là. On a également la Chine qui devrait nous partager et nous communiquer son PMI manufacturier du coup, ce week-end. Qu'est-ce qui se passe si justement le PMI manufacturier de la Chine est totalement décevant? Est-ce que du coup les marchés vont juste plonger ou est-ce qu'on a encore un petit espoir? Trade Dow Jones ensuite, comment affronter la volatilité quand elle est forte avec Carrière. Donc du coup je vais vous montrer également aussi comment modérer votre risque en fonction de la volatilité quand elle est forte. Au programme également les amis, on a le trade Dow Jones. Donc du coup j'ai tenté un trade Dow Jones hier à l'achat qui a été stoppé. On va le décrypter, on va avancer, on va voir aussi également du coup comment faire pour les prochains trades. Ce trade là il n'est pas passé, hein, c'est dommage, il y a d'autres trades qui sont passés, celui-là il n'est pas passé. Donc celui-là on va le décrypter ensemble. Bon, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à décrypter en vrai, hein. C'est la volatilité, le marché est extrêmement fort. Et puis, au début, à un moment donné, on était à plus, plus 200, je crois, points, 250 points. Et puis après, il est retombé. Donc, c'est la volatilité. C'est comme ça. Comment utiliser les micro-lots aussi avec FX Pro pour ne pas être en surexposition? C'est le dernier aussi thème que l'on va aborder ensemble. Alors, on va passer directement au graphique. C'est parti. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur les marchés? Qu'est-ce qu'il se passe et qu'est-ce qui va se passer sur les marchés? C'est très simple, je vais vous montrer ça. Hop, je vous mets. Oups, l'avertissement légal sur les risques qui s'est affiché. Je vous mets l'avertissement légal sur les risques là, juste sur le côté. C'est simple, sur le Dow Jones et sur la plupart des indices et des marchés actions américains, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a une situation où la plupart des investisseurs doivent rechercher ce qu'on appelle du collatéral. La plupart des investisseurs doivent apporter du collatéral. Les marchés, du coup, vous l'avez bien compris, hein, se cassent la gueule et se pètent la tronche. Beaucoup de traders institutionnels doivent apporter ce qu'on appelle du collatéral. Donc, pour éviter les appels de marge, ils doivent apporter du collatéral, d'accord? Donc, c'est-à-dire, ils doivent apporter une caution auprès de leur intermédiaire financier, de leur broker, pour maintenir les positions ouvertes. Et pour du coup, en fait, avoir du collatéral et amener du collatéral, qu'est-ce qu'il se passe? C'est que la plupart d'entre eux vendent ce qu'on appelle des ETF, d'accord? Donc des ETF, ce sont tout simplement, enfin, c'est un exchange traded fund. C'est tout simplement en fait des fonds passifs qui traquent entre guillemets un sous-jacent. Typiquement, là, ce qui se passe sur le marché, c'est qu'on a beaucoup de gens, d'institutionnels qui vendent des ETF, ou même des particuliers, hein, qui vendent des ETF sur le S&P 500 pour avoir du collatéral. Donc, du coup, ils vendent leurs ETF, leurs actifs pour récupérer du cash, de l'argent cash, hein, et pour pouvoir justement éviter des appels de marge sur d'autres positions qu'ils ont.
parce que la volatilité a augmenté. Donc, une volatilité qui augmente, ça peut aussi amener des appels de marge sur des gens qui ont des positions avec des options, sur des gens qui font même du futur aussi, hein, qui sont donc leveragés, qui ont du levier sur leur position et qui doivent du coup avoir une certaine marge tout le temps disponible. Si cette marge diminue, il peut y avoir un appel de marge, à moins que la personne en question, le détenteur du compte, amène de l'argent frais, donc du collatéral. Pour amener cet argent frais, cette personne-là, imaginons qu'elle avait un portefeuille qui était assez diversifié, avait des ETF sur lesquels elle avait 400 000 euros, bah, elle va devoir liquider ces 400 000 euros d'ETF pour récupérer 400 000 balles de cash, les foutre sur ses positions sur les futurs ou sur les options en fonction de ce qu'elle a fait. Ok, c'est ce qui se passe actuellement sur le marché. Le marché a dégueulé assez fort en début de semaine. Beaucoup de gens ont été pris de court, ont besoin d'argent très 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 rapidement. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, ils liquident leur position pour récupérer du cash et tout simplement ensuite pouvoir meet entre guillemets les appels de marge, hein. Donc pouvoir entre guillemets faire face aux différentes conditions de marge qui leur sont exigées. Donc là, on a une situation où les gens courent après le cash pour justement éviter des appels de marge. Donc le collatéral est recherché, donc du coup, bah, on vend, ça alimente la baisse sur le Dow Jones. On a également les hedge funds qui se mettent, qui se sont mis même petit à petit à la vente déjà depuis une semaine. Euh, je vais mouver déjà sur le point numéro un, c'est l'OPEC. Donc les amis, vous le savez, l'OPEC se réunit la semaine prochaine, le 5 mars, à partir du 5 mars. Les cours du baril de brut et du pétrole ont baissé de plus de 25% depuis le début de l'année. Je vous montre tout de suite à l'écran un graphique du pétrole. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que l'Arabie Saoudite, qui est un des pays les plus importants, enfin même le pays le plus gros producteur de pétrole, a décidé et souhaite justement bah, du coup soutenir les cours du baril de brut. Vous le voyez ici, ils se font exploser. On assiste à une véritable hécatombe sur le marché. Le 5-6 mars prochain, les pays de l'OPEC se réunissent. L'Arabie Saoudite voudrait couper la production de barils de pétrole à 1 million, d'accord. Donc en gros, c'est simple, elle veut dire à l'OPEC, ok les gars, c'est bon, c'est fini, on produit 1 million de barils en moins par jour. 30 millions ou 31 millions de barils en moins par mois. Initialement, le plan c'était de couper la production par 600 000 barils journaliers. Et là, il tablerait sur 1 million de barils en moins journalier. Donc on fait quasiment x2. Pour que cette décision soit actée, il manque le feu vert. Le feu vert de qui? De la Russie. La Russie qui pourrait être OK ou pas. Ça va se décider à l'OPEC la semaine prochaine. Mais vous le savez, une pression baissière sur les cours du baril de pétrole, c'est aussi un des facteurs baissiers pour les marchés actions. Si on a un pétrole qui se porte mieux, qui progresse, on a des marchés actions qui se portent également, enfin qui peuvent également se porter mieux. Donc on a absolument besoin le 5-6 mars prochain que le pétrole se reprenne. Donc en gros, sur le dossier OPEC, vous l'aurez compris, 5-6 mars prochain, ça va être des dates extrêmement importantes et on a absolument besoin que les cours du baril de brut remontent si on veut des marchés actions aussi. Sinon, ça va être très très dur d'avoir des marchés actions aussi. On a également le beige book de la Fed qui va être publié mercredi prochain, qui va être rendu public. On a également James Bullard de la Fed de Saint-Louis qui s'est exprimé, qui a dit justement que si le dossier coronavirus s'intensifiait, la Fed devrait justement pouvoir et devait envisager des baisses de taux. Pour l'instant, encore une fois, ils n'en sont pas là. Ils ont besoin de voir si l'effet du coronavirus n'est pas juste un effet court terme, mais un effet moyen-long terme. Vous l'aurez compris, c'est des déclarations qui n'ont même pas rassuré le marché qui continue entre guillemets de consolider fortement. NFP la semaine prochaine également, vendredi, qui dit premier vendredi du mois dit forcément non-farm payrolls aux États-Unis, publication des emplois non agricoles aux États-Unis, les NFP seront extrêmement suivis. Même si l'impact du coronavirus ne sera pas noté, à mon avis, sur les NFP qui seront publiés ce mois-ci, mais plutôt sur les NFP du mois prochain. On va avoir, à mon avis, une semaine qui sera très très volatile. Et du coup, que se passera-t-il si la Chine affiche un mauvais PMI manufacturier ce week-end? Il y a deux scénarios globalement. La Chine affiche un PMI manufacturier conforme aux attentes du consensus ou supérieur aux attentes du consensus. Et ben lundi, on pourrait avoir un gap haussier parce que ça se passerait bien, parce que ça rassurerait les marchés. Ça dirait au marché, ok les gars, on a un coronavirus, ça a stoppé l'économie, certes, mais au final, le PMI affiché en tout cas par la Chine a l'air de tenir. Je crois qu'il y a plus de 50% des personnes là qui ont été infectées par le coronavirus en Chine qui ont recover, qui ont eu, comment on appelle ça, qui ont été qui ont retrouvé une bonne santé, quoi, qui ne sont pas morts. La situation en Chine est rassurante en fait. Et si la Chine montre le pas et
lead et montre que justement, avec un coronavirus bien géré, il n'y a pas trop d'impact sur le marché, et puis l'impact qu'il y a sur le marché, il peut être géré par une banque centrale qui intervient. Lundi, à l'open, ça pourra aller. Ça pourra aller, on pourra respirer. Si par contre, ce qui nous est publié là, samedi, est mauvais, c'est fini. Hein. Enfin, c'est fini, ça, c'est pas de bon augure, quoi. Si ce qui est publié là, samedi par la Chine, c'est un PMI manufacturier qui est très mauvais, je vous montre les chiffres hein, qu'on attend, hein, globalement, regardez. On attend 47,4 sur l'indice PMI manufacturier pour le mois de février en Chine. Le PMI précédent était de 50. D'accord. Si on a un chiffre du style 40-42, c'est fini. À l'open lundi, on se fait défoncer. Et on a un marché qui perd 2-3%, voire plus, dès l'open. Hein. Donc, vous l'aurez compris, c'est aussi ça que j'ai envie de vous transmettre. C'est ce week-end, avec ce qui va être publié demain, c'est pas vraiment, entre guillemets, le moment là, de faire de folie. Euh, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas quel chiffre va être publié par la Chine. On connaît le gouvernement chinois qui a tendance à minimiser les mauvaises nouvelles et à être rassurant avec les investisseurs. Mais bon, encore une fois, on ne sait pas ce qui va être publié demain. On ne sait pas si justement l'impact du coronavirus aura été très fort justement en Chine. Et même s'il a été très fort, on ne sait pas si les chiffres qui vont être publiés sont des chiffres qui sont totalement en fait objectifs ou des chiffres en fait un peu retravaillés, quoi. Donc ça, c'est aussi une donnée qui est extrêmement importante à prendre en compte. Ce qui m'amène sur du coup mon troisième point, c'est du coup comment affronter la volatilité, enfin cette période de forte volatilité avec Aria. Et ensuite, je vous montrerai aussi les scénarios que j'ai pour la semaine prochaine avec les niveaux clés que j'ai sur le Dow Jones, sur le comment on appelle ça, sur le pétrole, etc. Alors, pour affronter cette forte volatilité avec Aria, c'est simple. Je vais ouvrir la plateforme puis je vais checker. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai en tête. On va aller là-dessus. Hop, laissez-moi juste retrouver ça. Alors, pour affronter la forte volatilité avec Aria, et justement, entre guillemets, être un peu moins dans la panique quand on a des marchés comme ça, si typiquement aujourd'hui vous utilisez des positions de 0,5% ou de 1% sur vos trades, typiquement là, par exemple, là j'avais un trade, bon, je ne l'ai pas ouvert, hein, mais par défaut, moi je suis à peu près à 1% ici. Là, on divise par 3 la taille de nos positions. On divise par 3 voire par 4 la taille de nos positions. Pourquoi? Parce que la volatilité, je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Hein. Il y a différentes d'ailleurs façons de gérer la volatilité, mais regardez, la volatilité là sur le Dow Jones, je vous reprends mon graphe du Dow Jones. Je vous le mets par exemple en journalier. Hein. En journalier, la volatilité, il y a quelques jours, quand on était dans une phase de marché croissant, montant, et je veux dire sans réelle panique, on avait une volatilité du marché. Voilà, la taille moyenne des bougies journalières était d'à peu près 265 points. D'accord, 200 points. Là, on est à 575, on est quasiment à 600 points. Donc on a une volatilité qui a été multipliée par 2, voire même par 3, d'accord? Si on exagère un peu et si on essaie vraiment de forcer le truc. Donc typiquement, la taille de nos positions, pour moi, elle doit être minimum divisée par 3. Donc si on était à 1% de risque par trade, on doit être à peu près à 3%, enfin 0,3% de risque par trade. Et j'irai même encore plus loin, dans une période où on est plein d'incertitudes, je me mettrais même sur du very conservateur, sur du 0,12-5% pour prendre vraiment le moins de risque possible. D'accord? Donc là, vraiment, je divise la taille de ma position par 8. Quoi, hein. Donc là, je suis vraiment en mode. D'accord? Je la divise par 8. Comme ça, j'ai une marge de manœuvre où je peux me laisser aussi je peux me laisser plusieurs cartouches d'erreur. D'accord? Donc ce point-là, il est bon. Comment affronter la volatilité avec Aria en réduisant la taille de vos positions de façon drastique, ou vous avez une autre façon de faire aussi, les amis. Hein. Donc là, déjà, ça, c'est le risque que vous mettez par trade, mais pour vos stop loss, parce que c'est bien de gérer aussi, c'est bien de déterminer son risque par trade. Là, on l'a divisé par 8 par rapport à ce qu'on fait en temps normal. Si on est à 1% en temps normal, là, on se met à 0,12,5. Si on est à 0,5 en temps normal, on se met même à 0,12,5 parce que là, il faut vraiment. Enfin, en vrai, il ne faut pas trader, ou alors si on trade vraiment à 0,12,5. Et au niveau de ces stop loss, comment est-ce qu'on peut gérer cette période de forte volatilité? Soit en mettant des stop loss fixes, donc on prend la volatilité qu'il y a sur le marché actuellement et on rajoute un espèce de buffer, c'est-à-dire qu'en gros, si la volatilité actuelle du marché, je vous donne un exemple encore une fois concret, par exemple sur le Dow Jones. Sur le Dow Jones, vous voyez qu'actuellement la volatilité du marché, elle est d'à peu près 575 points par bougie, d'accord? Donc une journée aujourd'hui, ça représente à peu près 574 points de mouvement. Vous faites ça x 4 et vous avez à peu près la taille de votre stop, 2000, pour être large et pour être vraiment, entre guillemets, serein. D'accord? Encore une fois,
C'est une règle que moi, je me suis instaurée de façon arbitraire, hein. Je me suis mis un multiplicateur de 4 par rapport à la taille des bougies journalières. Maintenant, encore une fois, vous pouvez aussi vous le modifier. Mais vous avez une autre façon de le faire. Soit vous le faites vous à la main. Donc vous vous dites, je détermine moi-même la taille de mes stop loss en points. Soit vous utilisez le stop loss volatility. Donc il est basé sur la volatilité. Donc là, il y a peut-être moins de travail à faire. Et par contre, là, on choisit, bah, vu que le marché, là, il est extrêmement, extrêmement crazy, on se met tout de suite en XXXL, d'accord? On se met en tripixel et on ne se prend pas la tête. On a de facto une position vraiment très petite, enfin, on a un risque très petit par trade, 0,125% par trade, et on a un stop loss on a un stop loss XXXL par rapport à la volatilité. Donc là, du coup, on a des stop loss qui sont très larges avec très peu de risques. Donc du coup, là, on peut si on veut absolument trader, on peut le faire, mais via ce type de paramètres-là. On le fait pas, honnêtement, il ne faudrait pas le faire autrement. Le prochain point, alors je vais passer à ce point-là. Mon trade Dow Jones qui a été stoppé hier, j'ai tenté une stratégie acheteuse Dow Jones de mémoire, je vous retrouve le prix. C'était 25 487, je crois, un truc comme ça. Je crois que c'était 25 487, donc c'était à peu près là. Tac. Alors attendez, hop. Je prends mon outil, je vais essayer de mettre une petite ligne, ce sera peut-être beaucoup plus visuel. 25 487, on était à peu près dans ces zones-là. Hein. 25 629, non, on était même un peu en dessous. Ou alors attendez, je vais juste essayer de retrouver. Je vais essayer de retrouver le prix exact en fait pour vous le donner. Parce que là, c'est vrai qu'en ce moment, il y a tellement de trades qu'on est un petit peu à fond. Non, c'était 26 487. 26 487 et j'avais un stop loss à 25 487. Stop loss de 1000 points. Alors, j'arrive pas à bouger cette ligne. 26 487. J'étais à peu près là. J'ai opté pour un stop loss de 1000 points, 26 480. Bon, là, c'est 457, mais c'est un peu ça dans l'idée. 26, 25, 487. J'avais un stop loss à peu près là. Un peu en dessous. Donc, du coup, c'était très simple pour vous détailler la stratégie. C'était un petit peu maintenant ou jamais qu'il fallait tenter cet achat parce que le risque-reward ratio était bon. Maintenant que ce scénario-là a été invalidé, clairement, bah, ça ne sert plus à rien. Le marché a confirmé qu'il n'était plus bon. En gros, c'est à peu près ça l'idée. Hein. Et j'avais un profit factor de 2, donc j'avais un TP à peu près dans cette zone-là hein, de mémoire. Ça fait 26 000, 28. J'avais un très très beau niveau de 28 487. C'était à peu près là le TP. C'était un achat là, stop là pour viser là, donc c'était pas mal. Enfin, dans l'idée, c'était pas mal. Si ça prenait, c'était pas mal. Malheureusement stoppé, puis le marché est en train de bien de pioque, hein, de vomir, de dégueuler. Donc là on touche pas. L'idée, encore une fois, je vais vous montrer sur ce trade là, en fait, le débrief il est assez simple. C'était de jouer ceci. Il y avait une configuration technique qui m'intéressait, elle n'a pas survécu. Tant pis. 26 487. Alors attendez, déjà on avait ça. Donc on avait une première partie du canal là. Et on avait la seconde partie à peu près là. Donc hier on en était là. Hier quand j'ai acheté on en était là. On venait de faire le rebond sur ce bas de canal. Donc qui avait tenu, qui avait fait un marteau. J'ai acheté à peu près là dans cette zone là. Donc en gros c'était simple. On était sur du bas de canal, on visait là, cassure là, et puis on sortait à peu près là, c'était le plan. Et en fait là on a eu le rebond, et puis là juste après, bim, c'est là où en fait entre guillemets les nouveaux cas de coronavirus ont été annoncés en Californie, et puis là direct bah, le marché qui commençait à reprendre, est retombé dès qu'il y a eu les cas en Californie, puis là je me suis fait stopper là, et puis après c'est terminé pour ce truc là. Donc le débrief il est très simple, hein, c'est que là pour l'instant c'est pas... Le marché veut pas maintenant, le marché a trop d'incertitudes. La taille des contrats apparemment là
qui s'échange sur les différentes places et sur les différentes actions est très faible, hein. On parle de 100 à 130 actions qui s'échangent sur certaines valeurs. 100 à 130 actions par ligne de transaction, c'est juste nul. Enfin, c'est juste très petit, quoi. Ça veut dire qu'il n'y a plus beaucoup de volume. Ça veut dire qu'entre guillemets, les gens ne sont pas encore investis fortement en actions. Donc là, pour l'instant, il faut attendre. Le dernier point que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est euh, comment éviter la surexposition avec Aria quand on fait du Dow Jones chez FX Pro. Quand vous faites du Dow Jones sur FX Pro pour éviter la surexposition, ce que je vous invite à faire, en tout cas moi ce que je fais, c'est que vous avez ici en fait la possibilité chez FX Pro d'avoir des micro-lots sur les indices. Vous allez dans Symbole, donc vous faites clic droit dans le panel Market Watch ici, vous cliquez sur Symbole et vous utilisez non pas donc Spot Index Major US30 comme ici, parce que US30 ici, vous allez être à 1 euro du point minimum, d'accord? Donc si vous avez un compte à 5 000 euros et que vous avez un stop loss de 1000 points avec un 1 euro du point, donc 1000 euros, vous avez un stop loss equity de 20%, donc ça n'a pas de logique pour vous. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est donc ne pas prendre le Dow Jones en Spot Index Major, d'accord? Mais c'est prendre plutôt celui-là. Vous remontez ici, d'accord? Et vous allez dans Index Major Futures et vous prenez le mini size Dow Future, d'accord? Là, vous double-cliquez sur Dow Jones H20, d'accord? Dow Jones tiré du bas H20 chez FX Pro. Ce Dow Jones là vous permet d'utiliser les micro-contrats en fait, d'accord? Donc là, regardez quand vous allez faire clic droit par exemple sur celui-là et vous mettez spécification. Vous vous rendez compte tout de suite que mince, on voit bien ou pas? Voilà. Vous voyez tout de suite que bon, vous avez 0,01, d'accord? Là, donc vous pouvez ouvrir des micro-lots sur ce Dow Jones là. C'est un mini Dow Jones. Il vous permet d'ajuster votre exposition, d'accord? Quand vous prenez le Dow Jones normal, US30, là celui à 1 euro du point, bon, la taille des contrats elle est de 1 minimum, d'accord? Donc ça veut dire que vous êtes tout de suite vous avez tout de suite une exposition qui est très grande. Donc si vous voulez prendre des stops de 1000, 2000, 3000 points sur le Dow Jones pour trader dans les jours qui viennent, vous pouvez le faire, mais ça sera Dow Jones, DJ30 tiré du bas H20 qu'il faudra utiliser, pas le US30 normal, d'accord? Là, vous pouvez du coup éviter la surexposition sur vos positions. Et le principe est le même, encore une fois, hein, vous faites clic droit ici, symbole, regardez, là je vous l'ai montré pour le Dow Jones, mais vous pouvez aussi faire des micro-lots donc chez FX Pro avec le DAX, avec le Nasdaq, avec le S&P 500, avec le Nikkei, etc. Donc tout est ici, hein. Il faut juste qu'il y ait marqué tiré du bas H20 et là vous allez avoir accès à ces micro-lots là, d'accord? Ça c'est pour éviter la surexposition. Ok mes amis, on a vu tout ce qu'on avait à voir ensemble. J'espère que du coup vous allez faire attention. Headset qui nous dit salut Sylvain, salut cher ami, j'espère que tu vas bien. Nous on se retrouve du coup dimanche pour voir un petit peu ce qui se passe. Dimanche on se fait une émission spéciale avant l'ouverture des marchés le lundi. Si vous souhaitez nous rejoindre sur le pack starter Aria, c'est ici. Vous recevrez la newsletter dans laquelle on donne les plans de trading. Vous recevrez les vidéos de formation. Donc il y a 33 vidéos de formation. Vous recevrez également toutes nos actualités sur le Pip Show dès qu'on publie, etc. Vous êtes au courant. Inscrivez-vous du coup au pack starter Aria, c'est gratuit. Ça vous permet d'avoir accès à tout ça. Je vous le mets sur le chat, hein. Pack starter Aria. Inscrivez-vous gratuitement pour ne rien louper. Pour ne rien rater. Ok? Donc ça c'est bon. Je vous ai publié ça sur le pack starter. Également, avant qu'on termine cette émission et avant qu'on se retrouve du coup dimanche pour la prochaine émission, parce que dimanche quand on va faire notre émission, ce qui va être bien, c'est qu'on aura eu les chiffres du PMI chinois du coup qui ont été publiés samedi. Donc samedi, on a des chiffres, enfin demain du coup en Chine, ils nous publient leurs chiffres. Nous dimanche, on les décortique avant l'ouverture du marché lundi, lundi et du coup on sait exactement comment aborder le marché lundi et puis du coup voilà, est-ce qu'on doit se mettre de côté ou est-ce qu'on pourra éventuellement l'attaquer. On en saura plus du coup ce week-end. Donc pour être au courant de tout ce qui se passe sur les marchés et pour être au courant de toutes les nouvelles stratégies de trading qu'on va mettre en place pour la semaine prochaine, abonnez-vous à la chaîne YouTube dès maintenant. Vous cliquez sur le bouton s'abonner, vous cliquez également sur la petite cloche
et vous activez toutes les notifications. Comme ça, dès qu'on démarre la vidéo dimanche, vous recevez une notification sur votre téléphone en temps réel. Le Pip Show démarre. On commence l'émission plan de trading pour la semaine prochaine. Et vous posez toutes vos questions. Vous me dites, je sais pas moi, si les chiffres ont été mauvais dimanche en Chine, vous me dites, Sylvain, les chiffres ont été mauvais dimanche, qu'est-ce que tu en penses? Enfin voilà, toi, franchement, concrètement, qu'est-ce que tu en penses? Et puis comme ça, on essaie de trouver des solutions ensemble. Excellente journée à tous, on se retrouve dimanche pour l'émission débrief de la semaine et prudence sur les marchés.